Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ces 5e journées de la FEMAGE, donc à Reims. Je me présente, je suis Nicolas Dechassage, je suis directeur de la FEMAGE. En tout cas, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Malgré le contexte carburant, vous êtes quand même nombreux à être venus, à avoir fait le déplacement. Je suis assez content puisqu'aujourd'hui, l'ensemble des départements du Grand Est sont représentés. Et en tout cas, au niveau des représentants, effectivement, vous êtes des médecins, des infirmiers, des coordinateurs, mais aussi on a des représentants d'institutions, l'assurance maladie, l'agence régionale de santé Grand Est, le conseil régional, et puis la MSA. Alors aujourd'hui, une journée intense nous attend, une journée consacrée aux équipes coordonnées, avec un sujet donc construire, vivre et évoluer en équipe coordonnée. Alors si le travail en équipe, c'est un apprentissage qui est continu et par étapes, ça passe par de l'interconnaissance, de la collaboration et de la coopération. On aura l'occasion, et vous aurez l'opportunité au cours des ateliers, d'aborder différentes thématiques, que sont comment fédérer une équipe, construire une dynamique, comment est-ce qu'on intègre les patients, le salariat et bien d'autres sujets que j'oublie. Donc ce matin, nous débuterons par les discours. On enchaînera par une table ronde où cette année on mettra à l'honneur une équipe champenoise. J'ai envie de dire que cette table ronde sera un petit peu une mise en bouche des ateliers. Et puis sur la deuxième partie de la matinée, vous pourrez bénéficier d'une première session d'atelier. Et vers midi et demi, on pourra aller reprendre des forces donc dans la salle dans laquelle vous avez été accueillis pour partager ensemble donc un cocktail. Et l'après-midi, vous pourrez bénéficier encore de 2 sessions d'atelier. Je pense que vous les avez remarqué aussi dans la salle où on va manger, la présence de stands partenaires. Cette année, on a fait vraiment le choix de vous proposer des partenaires qui peuvent être aussi vos partenaires au quotidien dans le déploiement en tout cas de vos actions. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à monsieur le maire de Reims qui nous accueille dans sa belle ville. Madame la Présidente, Monsieur le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie, Monsieur le délégué départemental de l'ARS Grand Est, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, chers amis. Alors c'est un peu particulier parce que c'est le maire de Reims qui vous accueille à Besanne, qui est une commune qui touche Reims bien évidemment, mais nous faisons partie du même territoire de la communauté urbaine du Grand Reims. En tout cas, c'est pour moi un plaisir de vous accueillir sur notre territoire. Et je dirais que le choix de Reims ou de Besanne est tout à fait symbolique. Pourquoi? Puisque nous avons depuis maintenant quelques semaines et quelques mois l'habitude de recevoir dans notre ville, sur notre territoire, des événements importants et d'envergure en matière de santé. Il y a quelques semaines, nous recevions la 6e édition des États généraux de la santé en région et beaucoup de colloques, beaucoup de réunions, de congrès se passent sur notre territoire. C'est vrai qu'il est idéalement situé à 45 minutes de Paris, 1h15 de Strasbourg. C'est pratique pour l'organisation de congrès et de colloques. Alors cette journée d'échange que vous organisez aujourd'hui a une saveur toute particulière, bien évidemment. Pourquoi? Parce que notre système de santé est à un tournant, nous le savons. Au-delà des questions de financement qui sont aujourd'hui abordées dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a bien évidemment la question de ce fameux CNR Santé qui a été lancé la semaine dernière au Mans et qui va donc être territorialisé dans la Marne par arrondissement, comme vous me le disiez, Monsieur Alibert, il y a quelques instants, et qui va être, en tout cas, j'espère, l'occasion non pas de faire un constat, non pas de faire des diagnostics, puisque les diagnostics et le constat, nous le partageons toutes et tous, mais surtout de trouver les moyens pour justement faire évoluer notre système de santé. Et donc les défis sont immenses. Et on peut saluer cette initiative de concertation avec l'ensemble des acteurs de la santé, y compris bien évidemment les usagers et les patients. Et donc il va falloir innover, il va falloir bouger les lignes et renforcer la puissance de nos territoires sur ces enjeux. Et l'exercice coordonné pluriprofessionnel que vous représentez et les structures qui l'encadrent présentent un intérêt majeur en matière d'attractivité. En tant que maire et en tant que collectivité, bien sûr, notre rôle est d'encourager ces initiatives, encourager cette dynamique partenariale dans le cadre et à travers notre contrat local de santé qui a pour objectif ou qui vise à coordonner
nos actions et de les mettre en cohérence autour d'un projet commun et fédérateur, partagé par nos partenaires, dont l'ARS et la CPAM que je salue. Alors, il est vrai que la santé ne relève pas de la compétence des collectivités territoriales. C'est un grand débat d'ailleurs aujourd'hui, même dans le cadre du CNR. Beaucoup souhaitent avoir cette compétence partagée. La crise de la Covid a montré justement cette gestion de la santé sur les territoires en partenariat, en collaborant bien évidemment avec l'ensemble des institutions, que ce soit l'ARS, la CPAM, bien évidemment avec les services de l'État et la préfecture, et l'ensemble des acteurs de santé. Et on a vu que chacun, en tout cas, quelles que soient les missions ou les fonctions des collectivités ou les compétences, avait en tout cas quelque chose à apporter dans l'amélioration de notre système de santé, avec un seul objectif, bien évidemment, c'est la prise en charge du patient et l'accès aux soins. Alors oui, il s'agit véritablement de répondre à une vraie demande de nos habitants. Je rappelle que la santé est la première préoccupation pour les Français, c'est l'enjeu principal. Et donc, c'est un sujet que nous devons mener à bras-le-corps. Alors, bien évidemment, derrière ça, c'est aussi les collectivités, comme je disais, qui doivent aussi essayer de maintenir une offre de santé centrale, de qualité, toujours appuyée sur ce travail de collaboration. En tout cas, c'est toute cette politique que nous avons essayé de mener à Reims avec l'ensemble de nos partenaires, avec le CHU, qui est actuellement à l'aube d'une nouvelle ère, puisque notre hôpital est en pleine modernisation, en pleine reconstruction, et va contribuer à améliorer les conditions d'accueil des patients, mais également des agents hospitaliers. Et d'autre part, sur le développement des maisons de santé pluridisciplinaires, de pôles et de centres de santé, qui sont nécessaires et qui sont des points d'ancrage à travers tout le territoire, et ainsi redonner à la médecine de proximité, autant qu'au secteur hospitalier, qu'il soit public ou privé, l'excellence et la complémentarité qu'il mérite. Il n'est plus question aujourd'hui de se regarder en chien de faïence, mais véritablement de travailler ensemble, public, privé, médecine libérale, acteurs du monde de la santé. Alors, sans être plus long, en tout cas, je tenais à rappeler que cette force du collectif a montré toute son efficacité lors de la crise sanitaire et qu'il me semble plus que jamais nécessaire de partager et d'échanger sur ces enjeux pour bâtir des projets ambitieux en faveur d'une régionalisation, peut-être des politiques de santé, porteuses de sens, d'idées et de projets pour nos territoires. Merci de votre attention et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Je sais que vous n'aurez pas forcément le temps d'aller découvrir ou redécouvrir notre belle Cité des Sacres et du Champagne, mais je vous invite à y revenir le temps d'un week-end pour déguster notre vin des rois et roi des vins et découvrir notre merveilleux patrimoine. Merci à vous. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir en ce 14 octobre en Champagne-Ardenne. Merci donc Monsieur Robinet, maire de Reims, merci Monsieur Strauss, directeur des soins de proximité, merci Monsieur Human, directeur de la CPAM de la Marne, merci à tous les participants, merci à toute l'équipe de la FEMAGE, l'équipe salariée et l'équipe du conseil d'administration qui a pu mettre en place ce colloque. Merci à Nicolas, qui est le chef d'orchestre de tout ce petit monde. Merci à nos partenaires et aux exposants qui sont présents et que je vous encourage à visiter au moment des pauses. Voilà. Mais d'abord, alors, avant de parler de la journée proprement dit, je vais vous redonner, j'avais envie de vous redonner quelques chiffres. On parle très peu de chiffres et j'avais envie d'en redonner. Des chiffres au niveau national et des chiffres qui correspondent plus à la région pour rendre compte du chemin parcouru depuis le début des fédérations dans les années à peu près 2009-2010. Donc il y a quand même eu beaucoup de choses, beaucoup d'avancées. En national, donc on est à 2127 MSP, je suis obligée de regarder les chiffres. 2127 MSP au 30 juin 2022, donc les objectifs qui avaient été fixés par le président de la République ont été atteints, 1596 qui ont signé la CI, c'est un bon chiffre, et en moyenne 15 professionnels par maison de santé pour donner une idée de ce que représente une maison de santé en nombre de personnes. Et ça représente 7 millions de Français qui ont un médecin traitant qui exerce en MSP. Donc pour nos opposants qui disent toujours « oui, mais vous ne représentez pas grand-chose », bon, ça peut quand même se discuter. Et si on ajoute les centres de santé, ça fait 10 millions de personnes. Ça commence à causer. En Grand Est, 173 MSP, je pense que c'est le dernier chiffre que j'ai entendu à l'ARS la semaine dernière, donc, mais peut-être qu'il y en a déjà eu depuis, peut-être pas, je ne sais pas. Et 70% du territoire qui est couvert par les CPTS.
Quand on parle CPTS, je pense qu'il vaut mieux parler en pourcentage de territoire couvert qu'en nombre, parce que le nombre de CPTS ne parle pas vraiment de la réalité du terrain. Voilà. Je vais aussi reprendre quelques mots qui ont été prononcés par Monsieur le ministre, notre nouveau ministre François Braun. Alors, les mots qu'il a prononcés dans ses discours quand il était dans des visites sur site: équipe, ensemble, proximité, aller vers, attractivité, coordination. C'est vraiment tous des mots qui nous parlent, parce qu'on a l'impression qu'il parlait pour la FEMAGE. Mais bon, voilà. J'ai aussi retenu c'est tous les mots qu'on dit tout le temps. Donc, puis j'en avais d'autres, hein, mais j'ai dit, je ne vais pas trop vous en donner trop. La phrase aussi de France Asso Santé, donc les usagers avec qui on a signé, alors là c'est la Fédération nationale, a signé un partenariat. Un Français doit pouvoir, s'il le souhaite, pousser la porte d'une MSP. C'est pas mal aussi. Voilà. Mais revenons à cette journée donc, de ce colloque, qui sera, je n'en doute pas, très riche en échanges. Alors, je vous rappelle le titre, Nicolas l'a dit tout à l'heure: construire, vivre et évoluer en exercice coordonné. Vous avez vu qu'il ne s'agit pas de créer, de construire et de faire valider des maisons de santé. Il faut surtout qu'elles évoluent. Il faut qu'elles vivent, qu'elles grandissent, qu'elles acquièrent de la maturité. Donc il est important pour nous d'accompagner les équipes dans les projets, mais aussi de les accompagner, pour celles qui le souhaitent, sur de nouveaux projets, de nouveaux axes de développement. Et là, la FEMAGE est bien sûr avec vous. N'hésitez pas à nous contacter. La FEMAGE, mais pas que, parce qu'on a aussi développé des liens avec les DT, avec les ARS, et ce trio DT, ARS, FEMAGE, je pense que c'est quand même le meilleur trio pour faire évoluer les projets sur les territoires. Ça permet d'avoir une vision globale des problématiques. Alors, pour cette journée, donc j'ai repris aussi quelques mots du programme: coordination, usagers, nouveaux métiers, étudiants, projets, santé publique. Ça, c'est tous les axes dont vous allez pouvoir échanger avec vos collègues tout à l'heure, qui vont être abordés et en plénière et en atelier. Donc, il y a du pain sur la planche. Donc, je vous dis bonne journée à tous, bon travail et merci encore. Mesdames, Messieurs, écoutez, avant de vous dire que c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, je dois d'abord vous présenter les excuses de Virginie Querel, notre directrice générale, qui malheureusement souhaitait participer à ce colloque, mais qui n'a pas pu malheureusement se libérer. Alors, je vais revenir rapidement peut-être sur la concertation qui va s'ouvrir dans le cadre du CNR Santé. Alors, il devrait s'ouvrir, je pense, avant la fin du mois, ou en tout cas début novembre, pour 2 mois. Comme l'indiquait tout à l'heure le maire de Reims, c'est vrai que ça s'inscrira vraisemblablement dans les arrondissements. Mais bon, ça reste encore à préciser. Ce qui est important de retenir, à mon sens, c'est d'abord, je pense que vous avez en tête, mais je vais peut-être le redire rapidement, les 4 thématiques de cette concertation locale, territoriale. Il y a donc, qui a été annoncé par le ministre donc, le 3 octobre au lancement de la démarche, donc, les 4 défis à relever. Hein. Le premier défi, c'est effectivement un médecin traitant ou une équipe traitante pour tous. C'est-à-dire que l'objectif ambitieux qui est fixé, c'est qu'à la fin du quinquennat, chaque citoyen ait un médecin traitant ou la possibilité de bénéficier d'une équipe traitante. Le deuxième enjeu, c'est effectivement la garantie d'une réponse aux soins urgents ou non programmés dans le cadre d'une véritable responsabilité territoriale. Il y a 2 autres enjeux et défis qui relèvent, qui sont d'une part la réflexion sur les leviers d'attractivité pour les métiers de la santé, puisqu'il y a un vrai enjeu là-dessus. Et dernière chose, donc la prévention, qui doit effectivement devenir vraiment, entrer réellement dans le quotidien des Français. Voilà les 4 enjeux. Et c'est vrai que sur ces 4 enjeux, les structures d'exercice coordonné ont un rôle majeur à jouer. Alors je le dis vraiment sincèrement, et je pense qu'il faut que vous vous prépariez à cette concertation, parce que ça sera une concertation qui est dans un temps imparti relativement serré, 2 mois de concertation, des réunions au niveau de chaque arrondissement. En tant que professionnel, je pense que vous serez sollicités, peut-être pas tous, mais certains d'entre vous participeront à ces travaux. Et je crois franchement qu'il faut que vous puissiez vraiment préparer des propositions et des réponses qui répondent aux enjeux de vos territoires. Alors, je ne vais pas reprendre le discours du ministre,
je vous invite à le lire ou à en prendre connaissance si vous ne l'avez pas fait. Mais c'est vrai que dans ce discours, il a cité à plusieurs reprises les structures d'exercice coordonné. Alors, notamment sur la problématique de l'accès aux médecins traitants, en rappelant le rôle majeur des CPTS, mais aussi en insistant sur l'accessibilité aux soins sur l'ensemble des territoires, qui passe par le maintien de l'attractivité, y compris dans les zones sous-denses. Donc là, c'est vraiment là que les structures d'exercice coordonné peuvent contribuer à attirer et à fixer des médecins et d'autres professionnels d'ailleurs, compte tenu des conditions d'exercice qu'elles proposent. Et puis aussi, au-delà de ça, c'est l'organisation sur certains territoires de consultation avancée, la mobilisation de la télémédecine, qui peut passer aussi par vos structures. Et puis enfin, effectivement, il y a un sujet qui est vraiment, me semble-t-il, majeur, mais qui est très compliqué, puisqu'on en a parlé encore cette semaine, c'est la question des délégations de tâches et des protocoles de coopération. Et c'est vraiment là que je pense que les maisons de santé publiques professionnelles sont le cadre véritablement idoine pour déployer ce type de pratique qui va permettre de répondre aux enjeux de la démographie médicale, puisque comme vous le savez, on en a encore pour 10 ans à peu près en raison du virus Covid. Donc, sur ce sujet des protocoles, moi je voudrais juste vous dire, je ne sais pas si vous avez vu les dernières déclarations du président du Conseil de l'Ordre national des médecins, mais vous savez qu'il y a eu une réflexion interordre sur ces problématiques de protocole, et il y a quand même des avancées importantes. Les ordres se sont mis d'accord sur un certain nombre de principes, notamment cette logique d'équipe de soins coordonnés autour du médecin traitant, avec le principe d'une délégation de tâches du médecin vers les autres professionnels, qui est maintenant acté par les ordres. Et sur les territoires où il n'y a pas véritablement d'accès facile à un médecin traitant, les ordres ont également accepté le principe que la porte d'entrée pour le patient soit éventuellement un autre professionnel de santé que le médecin, qui peut évaluer la situation et ensuite renvoyer le patient en fonction de l'évaluation vers l'équipe coordonnée. Donc, ce sont des avancées majeures et je pense qu'il faut qu'elles soient relayées sur les territoires. Alors je disais l'autre jour en liste de table, quand on regarde sur le site d'Avec Santé, le petit film sur les protocoles que vous connaissez tous, eh bien, on a l'impression que c'est facile, c'est très facile de mettre en place les protocoles. Quand on en discute avec les professionnels, on a le sentiment que c'est plus compliqué. Et c'est là qu'il faut peut-être réfléchir et voir comment, ensemble, on peut arriver à trouver des solutions qui permettent de mettre en œuvre ces protocoles, parce que franchement, c'est véritablement un enjeu majeur. Le ministre l'a dit d'ailleurs, et il a indiqué d'ailleurs que si on n'avait pas de solution, on serait obligé de passer par des mesures plus coercitives, ce qui à mon avis serait dommage. Parce qu'il y a une vraie dynamique, je sais que la FEMAGE s'est organisée aussi pour accompagner les protocoles, donc c'est vraiment l'occasion de le faire. Alors voilà, on s'appuie pour tout ça sur un réseau, un maillage territorial qui est vraiment aujourd'hui important. Mme Gérard l'a rappelé tout à l'heure, c'est vrai qu'on a une belle couverture du territoire en CPTS. On a, alors, moi j'ai 174, une de plus, 174 MSP sur le territoire, 256 centres de santé. N'oublions pas aussi les équipes de soins primaires, 77 équipes de soins primaires. Et c'est vrai que tout ce maillage territorial permet effectivement, je pense, de répondre à ces enjeux. Et nous avons, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, nous avons vraiment relevé le challenge en région en atteignant les objectifs qui avaient été fixés par la réforme prioritaire, parce qu'on a quand même doublé le nombre de structures d'exercice coordonné, globalement, grâce évidemment aux initiatives aussi des élus, grâce à l'appui de l'agence, de l'assurance maladie, mais surtout grâce à vous, grâce à votre engagement, grâce au projet que vous avez porté, et à l'accompagnement qui a pu être réalisé par la FEMAGE. Alors j'en viens pour terminer à la FEMAGE, pour vous dire que effectivement on fait le bilan aujourd'hui du premier CEPOM de la FEMAGE, puisque il y a presque 3 ans maintenant on a signé ce CEPOM. C'est un bilan qui est tout à fait positif parce qu'il y avait véritablement déjà un enjeu pour la FEMAGE, c'était de prendre la dimension Grand Est. Ce qui n'est pas évident, on le sait bien, on est bien placé pour le savoir aussi au niveau de l'agence, c'est pas facile de prendre la dimension Grand Est. Vous avez su la prendre, vous avez su vous organiser, vous structurer,
et répondre finalement aux objectifs qui avaient été fixés. Il y avait effectivement l'accompagnement des projets territoriaux, il y avait la santé publique, où il y a eu des initiatives remarquables, et puis il y avait aussi la formation, où vous avez été véritablement très impliqués, à travers notamment le programme Pacte, y compris pour les CPTS. Donc voilà, le bilan est très positif. Je crois que là, il faut vraiment qu'on, dans le contexte qu'on a rappelé tout à l'heure, qu'on porte encore plus une ambition dans le cadre du prochain CEPOM, une ambition plus forte, hein, pour aller encore plus loin. Alors moi, ce que je me suis noté comme ambition, c'est pas négocier, il faudra qu'on négocie bien sûr, mais c'est effectivement peut-être de vous accompagner dans l'évolution de votre offre de service, hein, parce qu'aujourd'hui, Nadjar l'a dit, et je crois que c'est important, on a beaucoup mis l'accent dans les précédentes années sur le déploiement de l'exercice coordonné. Je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'intéresse vraiment fortement aussi à comment on consolide vos organisations pour qu'elles tiennent dans la durée. C'est vraiment un enjeu fort, parce qu'on voit quand même qu'il y a certaines structures, compte tenu des problèmes démographiques, qui sont aujourd'hui fragilisées. Donc là, il y a vraiment un enjeu d'accompagnement des structures, de vos structures, au-delà du projet de santé de départ, comment elles évoluent. Et d'ailleurs, ça renvoie à la thématique de ce jour. Après, effectivement, il y a l'accompagnement dans l'évolution des pratiques. Je ne reviens pas sur les protocoles, j'ai insisté lourdement, mais je crois que c'est fondamental. Bien entendu, poursuivre les actions de santé publique, puisque c'est un axe fort qui a été fixé par le ministre, et amplifier les actions de formation, parce que c'est vrai que c'est fondamental aussi pour, et ça conditionne effectivement le bon fonctionnement de vos différentes organisations. Voilà, je ne serai pas plus long. Je trouve que vraiment le programme de la journée est très intéressant, hein, parce que cette réflexion collective sur les dynamiques d'équipe, sur l'intégration des nouveaux arrivants, des nouveaux métiers, ça répond vraiment bien à cette problématique que j'évoquais à l'instant. Et je ne doute pas que la richesse des échanges aujourd'hui sera de nature justement à alimenter votre réflexion sur la nouvelle offre de service de la FEMAGE. Je vous remercie. Donc particulièrement ravi de vous accueillir sur le territoire rémois. Beaucoup de choses ont été dites hein, par le maire, par la présidente, par Monsieur Strauss. Moi, je voulais peut-être juste faire un petit retour et un éclairage assurance maladie. C'est vrai que ce sujet de l'exercice coordonné est un sujet très important pour l'assurance maladie. Il l'est également pour moi, pour différentes raisons, puisque j'ai suivi en fait tout le parcours de la construction de cette nouvelle approche en France depuis maintenant une quinzaine d'années, avec les nouveaux modes de rémunération qui ont été mis en place à partir de 2008 en expérimentation au ministère de la Santé, également un peu en lien avec l'assurance maladie, et puis surtout le règlement arbitral en 2015 qui a permis d'élaborer le premier ACI, règlement arbitral que j'ai négocié en fait avec les professionnels de santé au niveau national. Donc je suis particulièrement intéressé et attaché à ce sujet des maisons de santé pluriprofessionnelles. Et puis l'accord de 2017 qui a vraiment lancé cette dynamique de financement, de structuration des MSP en France. Donc pour l'État et l'assurance maladie, vous le savez, c'est un sujet très important. Comme ça a été rappelé par la présidente tout à l'heure, les objectifs ambitieux ont été atteints. Pourtant, on était un certain nombre à en douter quand on avait affiché ces objectifs, parce que, comme vous l'avez rappelé, un certain nombre de professionnels n'y croyaient pas ou étaient dédaigneux. Et puis, on s'est rendu compte qu'en quelques années, il y a eu un vrai basculement. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste ni l'utilité de l'exercice coordonné, ni son développement, ni ses perspectives d'avenir. Et ça, je crois que c'est une vraie réussite en quelques années, puisque finalement, si on regarde, hein, le règlement arbitral, c'est 2015, on est en 2022, c'était il y a 7 ans. 7 ans, c'est pas grand-chose. Et on voit bien qu'il y a une dynamique qui s'est véritablement enclenchée et on ne peut que s'en satisfaire. Alors, comme je le disais, pour l'État et l'assurance maladie, c'est un sujet extrêmement important. On a beaucoup investi en temps, en accompagnement, également en financement, parce que les sommes mises sur la table sont quand même conséquentes, hein, que ce soit pour les maisons de santé, pour les centres de santé et pour les CPTS. De récents accords ont à nouveau revalorisé cet apport financier pour justement favoriser la structuration de ces équipes pluriprofessionnelles, parce que, on le sait, c'est un enjeu d'avenir pour la structuration et le bon fonctionnement de notre système de santé.
Il y a également un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place ces dernières années, qui répondent et qui trouvent tout à fait écho dans l'exercice coordonné. Donc ce sont effectivement d'abord les infirmières, d'un point de vue historique, les infirmières azalées, puis les infirmières en pratique avancée, les assistants médicaux, tous ces dispositifs qui permettent en effet de faire en sorte de favoriser l'exercice coordonné, de favoriser le transfert de compétences, le travail en équipe. Et on est certain que ce sont des objets qui doivent permettre justement ce développement à grande échelle. Le ministre l'a récemment annoncé, la volonté d'atteindre 10 000 assistants médicaux France entière d'ici quelques mois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à peu près à 3 000, donc on a fait un tiers du chemin. Et puis, juste en contexte local, avec le célèbre 1% marnais, eh ben, on en a une trentaine. Donc on est dans la moyenne nationale, donc il faut qu'on continue sur cette dynamique de déploiement des assistants médicaux. Sur les IPA, il y a un accord récent qui a été signé au niveau national avec les syndicats représentatifs d'infirmiers qui vont plus loin sur le financement et sur les modalités de pérennisation des IPA. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une difficulté d'implantation des IPA au-delà des hôpitaux. Et on compte beaucoup sur les maisons de santé pluriprofessionnelles pour être des lieux d'accueil des IPA qui peuvent être une vraie réponse à tout ce sujet qui tourne autour du temps médical. Mais il y a eu aussi des évolutions très importantes qui sont intervenues d'un point de vue réglementaire, législatif, sur les CISA, notamment sur le fait qu'aujourd'hui il y a la possibilité pour une MSP de salarier un professionnel de santé, ce qui était un souhait aussi exprimé par les professionnels. Et donc, on le voit bien, toutes ces évolutions qui sont intervenues ces dernières années, une sorte d'accélération autour de l'exercice coordonné, doit aussi maintenant permettre à ces équipes de se structurer encore plus dans le temps, de manière pérenne. C'est un peu l'objectif de cette journée. L'assurance maladie, l'ARS sont structurés pour accompagner aux côtés des acteurs que sont la FEMAGE et vous, professionnels de santé, pour vous accompagner au quotidien pour répondre à vos questions, vos problématiques et essayer surtout de construire ensemble des partenariats encore plus forts. Et notamment sur le grand sujet qui va nous occuper, je pense, dans les prochaines années, au-delà effectivement de la réponse sur les soins non programmés, sur l'accès aux médecins traitants, c'est le sujet de la prévention et de la santé publique. Vous le savez, la France a quand même quelques trains de retard par rapport à beaucoup de pays, je dirais, autour de nous. Et on le voit bien, il y a une volonté politique forte qui est portée par l'État sur ce sujet, puisque je pense que ça doit être l'une des premières fois qu'on a un ministre de la Santé qui, dans son intitulé, porte aussi le terme prévention. Il faut savoir que l'assurance maladie commence les négociations de son contrat d'objectifs et de gestion avec l'État et que la prévention sera l'un des axes majeurs de l'action de l'assurance maladie dans les prochaines années. Évidemment, avec l'ARS qui est le responsable de la politique de santé en région. Et donc, sur la prévention et la santé publique, pour nous, les MSP sont véritablement, au même titre que tous les acteurs de l'exercice coordonné, sont les premiers acteurs au quotidien sur le terrain de ces sujets. Et c'est pour ça que nous avons initié une série d'actions, que nous avons été à la rencontre des MSP pour porter nos programmes. La mission Retrouve ton cap, je pense que vous devez tous maintenant la connaître, qui est autour de la lutte contre l'obésité auprès des enfants, mais également tous les dispositifs qui ont été mis récemment autour de l'accès aux psychologues, autour des sujets de santé publique que vous connaissez tous, en lien avec la vaccination, le dépistage organisé des cancers. Et on a besoin de vous, effectivement, pour porter ces sujets. Il va y avoir aussi l'instauration des consultations de prévention aux 3 âges importants de la vie. Et donc, véritablement, c'est l'exercice coordonné qui doit faciliter justement le recours à ces consultations de prévention et ces actes de prévention. Donc, on compte vraiment sur vous. Voilà. J'ai déjà été trop long, donc je ne vais pas en rajouter. En tout cas, ravi d'être présent ce matin parmi vous et je vous souhaite d'excellents travaux. Voilà. Alors, on a autour de la table donc Madame Black, qui est pharmacienne, Madame Carélien, coordinatrice de la CPTS et de la MSP,
Madame Geoffroy, infirmière en pratique avancée au sein de l'hôpital de proximité, Madame Lamoureux, infirmière en pratique avancée donc au sein de la MSP et de la CPTS, pour revenir à ce qui vient juste d'être abordé, et Madame Pavant, médecin généraliste dans la MSP, et Monsieur Mir, médecin généraliste dans la MSP. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite à donner la parole à Jean-Paul. Je me permets de le tutoyer, un ancien membre de notre FEMAChamp, qu'on regrette beaucoup, hein, d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc, Jean-Paul, peux-tu présenter la MSP et comment en êtes-vous venu à la création de votre CPTS? Oui, merci. Très bon souvenir de l'époque FEMAChamp, de la formation aussi, que vous aviez organisée, de management, moi qui m'a bien rendu service sur Nancy. Nous, Bar-sur-Seine, dans l'Aube, Bar-sur-Seine, 3000 habitants. En 2017, les professionnels de santé de Bar-sur-Seine s'organisent dans un regroupement MSP pour anticiper le départ en retraite, toujours avec la problématique désertification médicale. En novembre 2017, on entre dans la maison de santé, 5 médecins, une ex-interne, une toute jeune ex-interne, une remplaçante. Les 5 bureaux médecins sont occupés. Ce n'était pas du tout évident au départ. Mission accomplie, tout va bien, le problème est derrière nous. Donc ça, c'est en novembre 2017. Printemps 2018, c'est vraiment tout près derrière. Le maire de Mussy nous mobilise, nous interpelle. 2 médecins de Mussy, 1000 habitants, vont partir fin 2019. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, le problème, c'était déjà nous médecins, mais c'est la même chose pour les autres professionnels de santé. Ça veut dire pour la garde médicale, parce que sur le territoire, nous, on fait la garde médicale. Les 11 médecins qui restent, ça veut dire plus de garde médicale. Ça veut dire une vague de patients qu'on va devoir prendre en charge. Donc un facteur de désattractivité pour ceux qui voudraient venir et pour nous, une source de tension. Donc c'est à partir de cette fragilité qu'est né qui a été défini le territoire, 23 000 habitants, sur lequel va être créé notre CPTS. La question, c'était comment faciliter les conditions d'exercice d'un médecin qui viendrait à Mussy-sur-Seine. Donc, je sais pas, oui, voilà. En quoi la MSP a permis de faciliter la création de la CPTS, Jean-Paul? C'était décisif, mais on n'a pas compris tout de suite pourquoi. Donc déjà, notre premier regard a porté sur l'aspect informatique. Un médecin qui viendra à Mussy, qu'est-ce qu'il allait retrouver, qu'est-ce qu'il allait trouver comme environnement? Qu'est-ce qu'il avait trouvé des fichiers des médecins qui allaient partir, que ce soit informatique ou papier? Qui sait qui serait capable de reconstruire des choses tout seul? D'expérience, on peut dire que il y avait grande chance que tout soit perdu. De notre expérience, au niveau de notre cabinet avec Stéphanie, pendant des années, on avait préparé l'entrée dans la maison de santé, on avait structuré nos dossiers pour créer un environnement qui soit agréable pour les internes. On avait un savoir-faire, on avait la conscience du problème. Donc, on a été capable de récupérer les fichiers, de les réimporter dans un logiciel commun et d'aider le médecin qui arrivait à Mussy avec son assistante médicale à la structuration des dossiers. Mais on ne s'est pas arrêté là, puisqu'on avait le savoir-faire. On a en tout récupéré 6 fichiers patients, de médecins au fur et à mesure qui partaient. Une sage-femme échographiste qui s'est installée à Bar-sur-Seine, qu'on n'a pas pu accueillir dans la maison de santé parce qu'on n'avait pas de place, a pris le même logiciel. Demain, on est tout à fait capable de fusionner des fichiers. On est aussi en perspective d'organiser une sauvegarde territoriale commune. Donc ça, on a développé des savoir-faire qui ont été vraiment initiés pour la maison de santé. Et c'est là-dessus qu'on est parti pour la CPTS. Mais le plus important, c'est le concept de travail en commun. Parce que
Ce qui est important, c'est le projet. Et le projet, en fait, il a commencé pour nous avant l'entrée en maison de santé. On a commencé à travailler sur déjà une rentrée dans l'informatique, structurer nos dossiers. Et c'est un travail qui a été fait en commun, qui nous a engagés tous les deux, notre secrétaire, la jeune interne qui s'est installée après. Donc quand on est arrivé dans la maison de santé, on avait déjà les concepts de la maison de santé. Et tout ça, c'était ce qu'on a réinjecté dans la CPTS. Merci Jean-Paul. Alors là, on va passer la parole à Delphine. Delphine, vous êtes pharmacienne? Juste un petit truc, quelque chose que je trouve très, très chouette, c'est qu'en 2018, c'est nous qui avons proposé à l'ARS la création d'une CPTS. En venant du congrès de la FEMA, du colloque de la FEMA-Champ, où vous aviez présenté ce que c'était qu'une CPTS, moi je me suis dit, bah, ça c'est pour nous. Donc 2-3 jours après, je vous ai passé un coup de fil. Enfin, je t'ai passé un coup de fil. Ouais, et après, c'était un mail à l'ARS, il me dit, notre territoire il est un peu petit, mais c'est passé tout seul. Comme quoi le projet est plus important que le territoire. Voilà. Alors Delphine, donc vous êtes pharmacienne, arrivée récemment. Comment un pharmacien peut-il s'intégrer dans une CPTS? C'est une grande question. Alors, je pense déjà comment s'intégrer tout court. En fait, quand vous m'avez posé cette question, je pense que chaque professionnel de santé, si on veut s'intégrer dans une CPTS, il faut déjà aller vers, avoir cette notion d'aller vers les autres. Et la deuxième chose, il faut aussi être accueilli. C'est les deux fondamentaux, je pense, pour arriver à avoir une relation donnant-donnant. On ne peut pas fonder une CPTS sans avoir cette envie de travailler ensemble et de donner l'un envers l'autre. Voilà. Alors après, moi, je suis arrivée en octobre 2020. Alors, pour citer mon exemple, je suis arrivée le 1er octobre, le 5, je devais être à la MSP entourée de toute mon équipe qui est autour de moi. On m'a tout de suite intégrée au fil de discussion. Ils nous ont formés au test. J'ai intégré le centre de vaccination. Bref, en même pas 2 semaines, j'étais déjà dans le bain, à toute allure. Aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, on travaille sur les protocoles de coopération. Donc, on a fait les protocoles de coopération nationaux. Là, on travaille plus particulièrement sur les protocoles locaux avec les kinés, les pharmaciens. Donc, c'est un nouveau travail, une nouvelle façon de travailler, mais qui est totalement plaisante. On a également une télémédecine qu'on se partage, qui est située à l'hôpital de Bar-sur-Seine, qu'on se partage avec l'AMSP, les 2 pharmacies de Bar-sur-Seine. Donc, j'ai accès à l'agenda, je peux donner des rendez-vous. On échange énormément avec les professionnels de santé, la coordinatrice également, par téléphone, par ApiCrypt. J'aide également aussi à l'intégration d'autres professionnels de santé. J'embauche des étudiants en médecine aussi en renfort pour souder la future équipe. Voilà, en conclusion, je dirais que mon expérience, je suis contente parce que j'ai une solution à apporter à chaque patient qui rentre dans mon officine, que ce soit en termes de soins non programmés, renouvellement de traitement, adaptation de posologie. Je me sens soutenue, pas cloisonnée dans mon exercice, nourrie de toutes les informations qu'on partage. On construit ensemble un maillage autour du parcours patient et c'est vraiment chouette. Voilà. Merci pour votre témoignage. Vous voulez que j'en dise plus sur le maillage du coup? Comment? Vous voulez que Oui, si vous voulez. Comment fait-on pour construire un maillage entre professionnels? C'est joli là-dessus. Oui, c'est tout à fait, on est une grande famille. Alors, nous, le pharmacien, on est plutôt soit au début de la chaîne, soit en fin de chaîne, ça dépend. Mais je veux juste vous citer 2 exemples. J'ai une patiente, en fait, qui est sortie d'HDJ, à qui je suis allée porter un médicament. Je suis arrivée, je l'ai trouvée très mal en point et j'ai appelé, donc Stéphanie était son médecin. J'ai appelé Stéphanie et Stéphanie me dit mais sa prise de sang elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne déjà avant qu'elle reçoive son traitement.
Là, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, du coup, j'ai appelé le 15 et elle a été hospitalisée dans la foulée. Donc, et c'est ça un maillage patient. C'est se donner les infos, faire que des gens qui sont dans la précarité, qui ne sont pas capables de signaler et de dire qu'ils sont en difficulté, on soit là pour prendre le relais. Donc, moi, ça m'a pris 5 minutes. Stéphanie, ça lui a pris 5 minutes. Et cette patiente-là a réussi à être hospitalisée dans l'heure. Donc et un autre exemple aussi, l'autre fois, j'ai une infirmière qui m'appelle en me disant j'ai une dame, pas de permis de conduire, il faut aller chercher son traitement à la pharmacie de l'hôpital qui est à 30 km. Comment on fait? Bon, là, on se débrouille et on a réussi à lui livrer son traitement en 48 heures. C'est ça le maillage, en fait. Le maillage, c'est proposer, être là pour soutenir et rassurer pour que tout se passe bien et qu'on soit tous ensemble. Voilà. Merci. Et du coup, en quelques mots, comment vous pourriez résumer ce qui fait sens pour vous dans le travail collectif, le travail coordonné? Alors, moi, je trouve que la première chose, ça nourrit. Ça nourrit énormément parce qu'on apprend plein de choses, on augmente nos compétences. On n'est pas seul. Et je crois que la chose la plus importante, c'est je suis super fière d'être avec eux. On a une bonne équipe. On se sent soutenu et ouais, c'est un grand moment de fierté. Merci. Merci. Alors, Stéphanie, à vous. Ouais. Alors, vous êtes médecin généraliste et vous avez piloté la mise en œuvre du centre de vaccination Covid de votre territoire. Comment construit-on un projet comme ça, une vision commune sur un territoire Oui, alors... Bon, moi, je vais essayer de vous illustrer en fait comment, à travers notre expérience centre de vaccination, le concept CPTS est devenu concret pour l'ensemble des pros du territoire. En fait, notre CPTS est devenu vraiment opérationnel au moment de la crise Covid parce que nous avons dû nous fédérer ensemble autour d'une problématique commune avec nos moyens et à notre initiative. Nous avons été sollicités au mois de janvier par l'ARS pour monter un centre de vaccination sur le territoire. On n'avait pas de feuille de route, pas de cahier des charges. Allez-y, débrouillez-vous, montez un centre. Bon, on s'est retrouvés quelques collègues à la MSP en se disant comment on fait. On avait l'expérience de la filière Covid, donc on avait déjà cette expérience de travailler en équipe. Et donc on s'est dit assez naturellement que ce serait la maison de santé qui hébergerait le centre de vaccination. Bon. On avait le lieu. Ensuite, on a fait appel à l'ensemble des professionnels de santé du territoire, dont la grande majorité sont en activité. On a eu aussi quelques étudiants du territoire qui sont venus nous aider. Et donc, on avait déjà donc, les éléments pour monter le centre. Après, s'est posé la question de... Il a fallu qu'on s'adapte parce que, comme disait Jean-Paul, on n'a pas une maison de santé qui est très grande et il fallait qu'en plus, on poursuive les soins pour nos patients. Donc, dans un but d'optimisation de temps et de place, on a choisi de vacciner en binôme de soignants autour du patient. Donc, dans notre organisation, le patient était installé dans un bureau et 2 soignants s'occupaient de lui, donc dans l'intégralité de sa prise en charge, que ce soit le questionnaire d'éligibilité, la vaccination, la partie administrative, etc. Et en fait, la force, c'était ça. C'était que cette vaccination en binôme, elle nous a permis de nous connaître et d'échanger entre nous. On a travaillé dans un esprit de complémentarité positive, dans le sens où chacun apportait à l'autre. On n'avait pas de notion de hiérarchie et on était tous interchangeables sur tous les postes, que ce soit sur la préparation de la vaccination, l'enregistrement, l'injection, etc. Et au final, ça a débouché sur un réel plaisir à travailler ensemble. Dans notre expérience, on a pu compter sur le centre hospitalier de proximité, qui était un atout précieux sur notre territoire, dans la mesure où ils nous ont aidés pour ils nous ont mis à disposition du personnel, donc secrétaire pour les agendas et puis agent d'accueil. Alors bien sûr, tout n'a pas été toujours simple parce qu'ensemble, on a dû faire face à une grosse pression et je pense que vous l'avez vécu, ceux qui ont vacciné, la pression médiatique, la pression politique, la pression des patients qui voulaient tous être vaccinés en même temps et au même moment.
Et dans tout ça, dans tout ce stress, il a fallu qu'on reste vigilants et qu'on reste à l'écoute les uns des autres et qu'on respecte le besoin et le rythme de chacun. Ce qui a fait qu'en fait, notre centre de vaccination, on l'a adapté au fil des jours. Il y a eu des jours où on a fermé parce que ça n'allait pas. Et il y a eu des jours où, au contraire, on a ouvert plus. Je pense surtout à des soirées, des week-ends où on y est allé avec ceux qui avaient envie. Voilà. Et donc, alors, fort de cette expérience de centre, certains pros ont souhaité étendre la vaccination, toujours dans l'esprit pluriprofessionnel, dans leur village. Et donc là, la CPTS a été très aidante dans ces actions collectives, puisqu'elle a mis à disposition, elle a acheté les frigos normalisés, elle a financé les agendas Doctolib, etc. On a organisé les circuits de commande des vaccins. Et tous les pros de tout le territoire se sont sentis accompagnés. Au final, 4 mini-centres de vaccination secondaire ont été ouverts sur le territoire de la CPTS, ce qui a été aussi une belle dynamique. Donc, voilà, c'est cette manière de travailler ensemble, d'avoir pu compter les uns sur les autres, dans toujours ce respect des besoins de chacun, nous a permis au final de bâtir des relations de qualité et de confiance qui, en fait, aujourd'hui sont notre force et nous permettent d'aborder les nouveaux projets. Voilà. Merci. Alors, Gladys et soutenue par Jean-Paul, vous allez nous parler des IPA. Alors, Gladys, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire comment l'équipe vous a accueilli dans votre projet d'IPA? Oui, alors je dois dire que je suis une ancienne infirmière libérale qui exerçait déjà sur la MSP de Bar-sur-Seine. Et quand j'ai voulu évoluer vers la pratique avancée, c'est naturellement vers les médecins généralistes de la MSP que j'ai proposé ce projet. Projet qui a été accepté, qui a été validé tout de suite, bien que tout le monde n'avait pas une idée très précise de ce que pouvait être un projet de pratique avancée, en pratique avancée. Donc moi, je suis vraiment toute nouvelle diplômée de juillet et toute récemment installée sur la CPTS, on va dire depuis début septembre. Mais le projet, en fait, dès le début, s'est inscrit dans le projet de la CPTS, puisqu'il fallait porter une candidature à la faculté. Et donc, c'est avec le docteur Mir qu'on a construit le projet pour le présenter. Pendant les 2 années de formation, je dirais que j'ai eu l'occasion régulière, grâce à la crise sanitaire, de m'inscrire régulièrement aux activités de la CPTS, notamment avec le centre de vaccination. Ça a été une chance aussi de revenir vers les professionnels du territoire pour parler, pour échanger sur cette nouvelle pratique qui allait arriver auprès d'eux, mais également pour partager en fait des projets de pratique avancée qui pourraient aussi s'adapter sur notre territoire. Ça a permis aussi de rassurer certains collègues sur ce que faisaient ou pas sur les futures missions d'une IPA. Il y a eu aussi le choix de mon sujet de mémoire de fin d'études qui a été réfléchi en fait avec une partie de l'équipe médicale sur une thématique qui s'est voulue territoriale. Alors, ça a permis de poser un petit peu l'infirmière en pratique avancée selon le parcours patient, mais c'était un travail aussi sur le suivi du patient insuffisant cardiaque en médecine générale. Et ça ouvre une belle perspective avec l'arrivée prochaine d'un cardiologue sur la CPTS. Ce qui a été vraiment déterminant, je trouve, c'est aussi de faire mon stage de 2e année sur la CPTS, parce que ça permettait de construire vraiment un projet et ça permettait de sortir en fait de la théorie, parce qu'on peut dire qu'on ne savait pas bien où on allait. Et ce stage a été également le temps d'expérimenter en fait l'exercice en pratique avancée dans une commune de la CPTS, commune sans médecin généraliste depuis plusieurs années, où l'intérim est assuré par le docteur Mir dans un foyer autonomie,
pour les résidents du foyer ainsi que pour la population autour de la ville. Mais je vais laisser le docteur Mir parler de son expérience sur cette commune avant l'arrivée des étudiantes en pratique avancée. Oui, depuis 2019, il y a une consultation qui a été ouverte à l'intérieur du foyer autonomie des Mésanges, qu'un collègue avait ouvert, lui, pendant quelques mois. Moi, j'ai pris la suite. C'est un exercice dans lequel je m'épuisais, un exercice solitaire, avec l'idée, peut-être qu'un jour, quelqu'un viendrait, mais je m'essoufflais dedans. Et je me demandais comment j'allais m'en sortir. Et c'est à ce moment-là que vous êtes arrivés, toutes les l'une et puis l'autre, en stage. Ouais. Donc à partir du mois de janvier 2022. Oui, ce qu'on a expérimenté, c'est deux choses. Des consultations conjointes, d'abord pendant le stage, où là, on s'est dit il y a quelque chose à faire. Et quand le docteur Mir a proposé d'implanter une partie de mon exercice sur cette commune, j'ai trouvé que c'était un beau défi, un beau challenge. Et la CPTS a été très facilitatrice parce que elle a pris en charge en fait le matériel, le bureau, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, mais aussi tout ce qui est équipement pour l'activité, comme aussi l'environnement informatique. Ça a été aussi plus facile avec la CPTS parce qu'elle a permis aussi les échanges avec les élus qu'on est allé voir pour leur proposer le projet. Et ça a permis aussi qu'ils financent le bureau pour le démarrage de mon activité. Parce que si moi je suis convaincue qu'une IPA, ça doit aller vers sur le territoire, l'IPA elle a des difficultés à payer autant de loyers que de bureaux sur le territoire aussi. Et d'autant que la proximité avec le médecin est très importante et on a déjà eu l'occasion de s'en apercevoir. Alors, ce qui est facilitateur aussi, c'est d'avoir une coordinatrice sur la CPTS, parce que pour moi qui démarrais une nouvelle activité qui était quand même nouvelle, ça a été aidant d'avoir Chloé avec moi pour m'aider, et puis aussi l'aide précieuse du docteur Mir. Ça a permis aussi l'achat, la CPTS a financé l'achat d'un électro. Alors on a une petite anecdote toute fraîche sur le sujet. Mais oui, il y a aussi... On en a beaucoup à raconter. On en a plein, mais... Il va falloir couper les micros. Heureusement, il va falloir, quand je vois tout ce que vous avez encore à nous dire... À côté des consultations conjointes, on s'est aperçu aussi du besoin de missions transversales. Oui, j'allais venir. Je vous laisse... Oui. En fait, les missions transversales, elles sont difficiles dans le mode de rémunération que M. Ullmann connaît, c'est-à-dire que dans la pratique avancée, on parle beaucoup de prévention, par exemple, en ce moment, mais c'est difficile d'avoir des rémunérations adaptées, et pareil pour différentes missions. Qu'un cela ne tienne, la CPTS va nous soutenir, va me soutenir dans ma pratique pour justement prendre ces missions et pouvoir, par exemple, je pense au repérage des fragilités, pouvoir travailler avec ma collègue qui est sur l'hôpital de Bar-sur-Seine, mais aussi dans les situations complexes pour pouvoir venir en soutien des équipes sur le territoire. Le deuxième aspect très, très positif, c'est que les professionnels de santé de Saint-Par ont la volonté de se regrouper avec des dentistes. Les élus étaient un peu hésitants, mais à partir du moment où nous, on est là et qu'on intégrera la structure, qu'on poussera, le projet va être soutenu. Et en plus, on est tout à fait en mesure, grâce au binôme médecin-IPA, de proposer à quelqu'un qui viendrait un environnement agréable, attractif. Merci pour ces témoignages. J'avance un petit peu sur le programme pour donner un petit peu la parole à Stéphanie concernant la télémédecine.
Alors oui, donc la télémédecine, un dispositif original qu'on a pu mettre en place grâce à notre hôpital de proximité. Toujours notre atout. En fait, en décembre 2021, une consoeur est partie du territoire sans être remplacée. Nous, on était encore en pleine vaccination, donc impossible pour nous de prendre à ce moment-là en charge des nouveaux patients. Et on a mis en place un dispositif donc, de télémédecine en appui avec l'hôpital local. Alors, comment ça fonctionne ? Les patients, donc c'est l'hôpital local donc de Bar-sur-Seine qui héberge la télémédecine. Les rendez-vous sont donnés par nos pharmaciens et nos secrétaires. Les patients sont pris en charge dans cette salle de télémédecine avec une infirmière qui est détachée du sanitaire pour téléassister le médecin consultant. En retour de la consultation, le médecin consultant nous envoie un courriel à API crypté pour nous donner la conclusion de la consultation, mais aussi et surtout lorsqu'il repère un patient qui a besoin d'un médecin traitant et qui n'est plus dans l'exercice coordonné, en fait, nous envoie également les coordonnées de ce patient que l'on transmet à Chloé, notre coordinatrice, qui se charge après parmi nous de trouver un médecin traitant pour ce patient et de le remettre en fait dans un circuit coordonné de soins plus classique. Voilà, donc en ça un dispositif un petit peu original et voilà qui souligne aussi ce lien particulier que nous avons avec l'hôpital de proximité, qui contribue aussi aux facteurs de réussite et d'attractivité du territoire. On enchaîne avec Céline parce qu'elle va nous en dire ça. Voilà, plus. J'allais laisser la parole du coup à Céline Geoffroy, donc qui est IPA aussi, mais au sein de l'hôpital de proximité et qui est un peu en charge de faire le lien ville-hôpital pour cette CPTS, si j'ai bien compris. Expliquez-nous tout ça. Je suis donc salariée du centre hospitalier de Bar-sur-Seine et la particularité de mon poste, c'est que j'ai un pied dans l'hôpital et un pied en ville. Donc, comme vous l'avez compris, je suis un peu un modèle hybride. Sur la partie hôpital, en fait, j'ai commencé mon activité d'IPA au sein de l'EHPAD en septembre 2022, donc c'est tout nouveau, où le but de mon activité est en fait d'optimiser la prise en soin du médecin et surtout de faire le lien entre les intervenants, avec les familles et de venir en soutien aux équipes soignantes dans les situations complexes. Alors l'activité que je mène, je la trouve très intéressante et j'aimerais développer la collaboration avec les médecins libéraux qui interviennent. Néanmoins, mon poste est très incertain à moyen terme, voire court terme, puisqu'il n'est pas financé sur la partie hospitalière. Donc voilà pour la partie hôpital. Concernant la ville, en fait, je suis membre du conseil d'administration de la CPTS. Et d'ici janvier 2023, mon activité va se décloisonner pour être sur un volet préventif, sur une approche populationnelle. Ce décloisonnement, d'une part, parce que un centre hospitalier de proximité a pour mission de participer à l'ambulatoire, mais aussi et surtout parce qu'il y a une volonté entre MSP et centre hospitalier de collaborer ensemble. Alors, une des thématiques qui nous est apparue majeure de travailler ensemble ville-hôpital est celle de la fragilité des personnes âgées. Donc actuellement, une organisation gériatrique se dessine au niveau du territoire et mercredi, nous avons une réunion pour réfléchir autour de mes missions. Donc une des pistes, ce serait que je puisse faire des évaluations gériatriques à domicile pour faire donc des évaluations gériatriques, pour initier des prises en soins et faire des orientations en fonction des fragilités repérées. Alors, pourquoi à domicile? Tout simplement parce que les patients qui se déplacent à la maison de santé ne sont pas forcément ceux qui ont des problèmes. En revanche, les personnes isolées qui n'ont pas d'entourage n'ont pas toujours les moyens de se déplacer. Les médecins n'ont pas toujours non plus les moyens de se déplacer. Donc l'idée, c'est que je sorte de l'hôpital pour voir les gens qui ne sortent pas. Voilà, l'idée, c'est comment éviter les décompensations, comment prévenir ces décompensations pour éviter le passage aux urgences le vendredi soir, avec les problèmes médicaux et médico-sociaux qu'on connaît.
Et donc vraiment dans de la prévention, dans du dépistage. Après, est-ce que le dépistage est suffisant? Parfois oui, parfois non. Peut-on faire plus? Est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Alors à ce moment-là, je pourrais orienter vers des professionnels ou des structures comme l'hôpital de jour gériatrique qui est en projet sur le centre hospitalier de Bar-sur-Seine. Voilà. Merci pour ce partage d'expérience et les missions qui vont vous être allouées. Oui. Un petit complément. En 2019, l'hôpital de Bar-sur-Seine, l'EHPAD, tout ça, c'était tenu surtout par les médecins généralistes et puis par le docteur Christian Braun. Mais l'avenir de l'ensemble de la structure était incertain. On a un médecin qui est arrivé en 2020, deuxième médecin qui est arrivé en 2021 sur le sanitaire. Et puis en septembre, il y a en même temps que vous, il y a un gériatre qui est arrivé sur l'EHPAD. Et puis vous, ça rend possible des projets d'hôpital de jour gériatrique, de consultation gériatrique, de liens facilités avec les médecins traitants. Tout ça, ça va très vite. C'est mercredi que le directeur nous a mis avec son cadre supérieur de santé en nous disant de trouver de dessiner les contours d'une organisation où tout le monde serait gagnant. Et donc je pense qu'on a tous les éléments pour arriver. En même temps, il nous a donné que 40% pour cette partie, 40% de votre temps sur cette partie filière gériatrique. Et ils veulent bien vous garder, ça vous montre bien qu'ils veulent bien vous garder en EHPAD. Ils voient bien ce que ça apporte en termes de facilité des soins pour le gériatre, pour les équipes en place, même si vous coûtez et que le poste n'est pas financé. Merci Jean-Paul pour ces précisions. Alors, tu vas nous dire un petit mot. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu concis là parce que j'aimerais quand même qu'on ait du temps pour des questions de la salle, même si on voit toute la richesse de ce que vous avez mis en place et la diversité et ça va bien nous servir en support sur toute la journée. Donc, tu vas nous parler de la microstructure autour de la dictologie avec l'intégration des projets des internes. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une microstructure addiction? Je suis médecin généraliste, je suis pas mal de patients pour des problèmes d'addiction. Le réseau des microstructures met à ma disposition un temps de psychologue et un temps d'assistante sociale. Donc, quand le médecin est en difficulté au niveau psy, un petit peu, il ne sait pas comment faire, ou que ce soit au niveau social, quelqu'un qui n'a pas de droit, quelqu'un qui a des problèmes de logement, il y a un temps d'un deuxième professionnel de santé. L'inclusion, elle est faite par le médecin quand il sent justement qu'il en a le besoin. Et les consultations, elles sont organisées dans des bureaux voisins. Nous, c'est le vendredi après-midi. Actuellement, il y a 2 médecins de la maison de santé, plus donc l'assistante sociale salariée de l'ALT et une psychologue libérale qui a un temps de s'arrêter chez nous. Alors, c'est bien parce qu'on n'est pas seul dans les difficultés. Là encore, on n'est pas isolé. Ou dans les succès, comme dans les difficultés. Avec cette population qui est réputée difficile, on a un exercice plaisant. Et à propos de ça, je pense que, moi je dis que c'est plaisant, on a des internes qui ont choisi, bien qu'ils ne soient pas dans la microstructure, ils ne sont pas là le vendredi après-midi, qui ont choisi de faire leurs travaux de thèse sur les choses qui sont organisées sur notre territoire, sur la prise en charge de ces patients chez nous, hein, pas des choses sur l'organisation des soins de notre territoire, de la recherche chez nous. Donc les internes, ça nous a beaucoup. On a voulu créer un environnement favorable au niveau informatique pour les internes, mais ce qui est bon pour les internes, c'est bon pour nous. Le travail qui est fait avec les internes, bon, dans le cadre des addictions, là, il y a une 3e thèse sur les addictions qui est en cours, plus 2 autres, donc ça fait 5 en tout pour l'instant.
à chaque fois on gagne au niveau, qualitatif. Donc c'est vraiment une volonté pour nous, CPTS, de faciliter ces travaux de recherche. D'ailleurs, pas seulement avec les internes, peut-être faire des choses directement nous. Dans le temps, dans ce qui a été dit, dans votre temps sur l'hôpital, il y a un temps de recherche, mais c'est quelque chose qu'on prend tout à fait au sérieux. Donc, tout ça, les internes, c'est vraiment pour nous une source de progrès. Jusqu'en avril 2022, on n'avait pas de coordinatrice, et voilà encore un autre facteur d'une accélération de progrès avec Madame Carillian. Voilà, très bien, tu fais le lien, donc Gladys. Maintenant, la dernière intervention est la vôtre. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre rôle, comment vous avez été accueillis et qu'est-ce que vous faites au sein de la MSP et de la CPTS? Alors bonjour à tous, donc je suis Chloé Carillian, je suis arrivée effectivement le 4 avril en qualité de coordinatrice à la MSP donc de Bar-sur-Seine et pour aussi la CPTS Sud-Est au Bois. Donc je suis vraiment coordinatrice sur les deux. Et alors mon arrivée a été très facile et très compliquée à la fois, parce que comme vous avez pu vous en rendre compte, le docteur Pavant et le docteur Mir sont des personnes très dynamiques, très actives. Ils ont porté le projet de la CPTS et de la MSP à eux deux, tout seuls. Donc ils avaient déjà quasiment tout fait. Donc moi, arrivée en tant que coordinatrice dans tout ça, qu'est-ce que j'allais faire? Parce que finalement, ils se chargent de tout. Et petit à petit, je me suis aperçue effectivement des premières problématiques qu'ils pouvaient se poser tous les deux. Et finalement, mon plus grand rôle, c'est de les décharger. De décharger les professionnels de santé. Alors, en priorité, le docteur Mir et le docteur Pavant, parce que c'est réellement les leaders, les porteurs de projets. Faire en sorte à ce qu'ils ne s'épuisent pas. Parce que je pense qu'effectivement, petit à petit, j'ai pu m'apercevoir de grosses difficultés qu'ils pouvaient porter seuls. Et effectivement, faire le lien aussi avec tous les autres professionnels de santé, parce que comme là, ça paraît idyllique, c'est vrai que j'ai rarement... pourtant, j'ai travaillé 15 ans à la PHP dans des services de soins divers et variés. On est censé être en équipe dans les services de soins et j'ai jamais autant été en équipe que finalement avec des libéraux que je n'aurais pas cru Donc j'ai été agréablement surprise. Ils parlent même de limite de famille et donc je relève aussi toutes les problématiques que peut relever d'être une grande famille. Voilà. Il faut rajouter à ça l'aspect commercial aussi, qu'il n'y avait pas dans les services hospitaliers, c'est-à-dire entre les professions elles-mêmes, effectivement, les libéraux vivent aussi ils ne font pas du bénévolat, donc c'est vrai que Madame Black a pu rencontrer des difficultés avec d'autres pharmaciens. Il a fallu gérer ces conflits, comprendre les problématiques de chacun. Donc en tant que coordinatrice, je dirais que mon travail aujourd'hui, c'est plus de 70% de relations humaines. C'est vraiment c'est ce qui prime avant tout. Et ça me plaît énormément. Après, bien sûr, il y a tout le côté gestion administrative et financière, budget, mais ce n'est pas le plus important. C'est encore très porté par le docteur Pavant et qui ont du mal, je pense, qu'avec le temps. C'est aussi vraiment cette notion de confiance. Petit à petit, ils apprennent tous à se faire confiance les uns les autres. Donc, ça fait que 5 mois que je suis leur coordinatrice. Ils apprennent aussi à me faire confiance. Et ça va être énormément de temps passé avec chacun, parce qu'effectivement, chaque individu, chaque professionnel n'a pas les mêmes problématiques, même de vie personnelle. Et des fois, ça va bloquer dans des projets communs. Donc, à moi de faire en sorte de débloquer un petit peu toutes ces situations. Très bien. Et donc là, vous évoquez la dynamique, la cohésion de votre grande famille. Est-ce que vous avez une recette, des idées, comment maintenir tout ça dans le temps ? Alors, oui, à moi maintenant de maintenir, effectivement, de prendre un petit peu la relève du docteur Mir et du docteur Pavant. Mais j'ai été accueillie avec... après, je pense que c'est la personne elle-même, c'est l'humain qui fait ça. C'est-à-dire que j'ai été accueillie par le docteur Pavant, c'est toujours ce qui m'a un petit peu choquée, parce que je n'ai pas eu cette habitude-là dans mes expériences précédentes. Parler pour le centre de vaccination, qu'il n'y avait pas ce système de hiérarchie. Je sais que c'est des médecins.
je les respecterai toujours comme je respecte des infirmières, mais pas une seule fois, ils se placent au-dessus. Et je pense que ça, vraiment, au quotidien, c'est très important. Il n'y a pas cette espèce... Oui, c'est une famille, c'est des leaders. Voilà, ils apportent Il y a une certaine horizontalité dans l'équipe et pas une hiérarchie descendante comme on pouvait l'avoir dans les organisations et ça n'enlève antérieures. pas en rien voilà, le côté très respectueux, mais ça facilite énormément les liens, justement, d'avoir des médecins si accessibles, des pharmaciens aussi. Enfin, voilà, c'est tout le monde est au même niveau et je pense que ça, c'est vraiment la clé de leur réussite. Merci pour ce témoignage, ça c'est un élément fort. Ouais. Un petit mot de la fin pour Jean-Paul. Un petit élément complémentaire pour faire durer la structure. C'est comment on fait pour faire durer le truc. Eh ben, l'exercice coordonné tel qu'on le connaît, il est plaisant, il est attractif. Alors quand on dit attractif, on a l'impression que c'est pour des gens qu'on voudrait faire venir. Ouais, mais c'est aussi pour nous. C'est surtout pour nous en place, on a du plaisir à bosser ensemble. Donc on ne s'inquiète pas trop sur notre capacité à tenir dans la durée. C'est d'autant plus plaisant qu'on est bien soutenu par notre ARS, DT10, la caisse primaire. Les élus, on a construit ensemble, on est en train de construire ensemble un projet de CLS, mais avec vraiment beaucoup de contenu. Et puis moi, je remercie beaucoup à la FEMAGE de nous avoir invités. C'est notre première sortie en dehors de notre ruralité. À la capitale champardonnaise, tout très éloigné de chez nous tous. Voilà, ça. Merci à vous. Je crois qu'on peut les applaudir. Et là, on souhaitait avoir un temps d'échange avec la salle. Si vous avez des questions pratiques à leur poser. Après, évidemment, tous ces sujets-là, ça avait pour intérêt de vous questionner, de vous titiller les neurones pour les ateliers à venir et voir comment chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Vous avez quand même beaucoup de professionnels de santé sur la CPTS. Comment vous communiquez? Est-ce que vous avez un Facebook et vous avez des mails? Est-ce que vous vous réunissez en présentiel? Comment vous faites? Je me permets parce que donc, quand je suis arrivée, effectivement, j'ai pu remarquer que pour la CPTS et la MSP, ils discutent énormément sur le fil de discussion WhatsApp. Voilà, donc qui est très très pratique. Les informations sont limitées parce que le fil de communication est non protégé. Donc on est en train effectivement de réfléchir à des moyens de communication. Alors entre eux, comme ils ont parlé, AppyCrypt, et voilà, ils ont d'autres systèmes de messagerie sécurisés. Mais pour la CPTS, on est en train de s'orienter vers une plateforme, effectivement un peu comme un réseau social protégé, pour que tous les membres puissent créer des groupes de travail. Et on pense peut-être avoir trouvé... Moi, j'ai toujours envie de parler, il ne faut pas faire attention. Non, mais déjà actuellement, depuis le début, comme avec vous, Delphine, et puis avec vous, Gladys, quand vous étiez libérale, on utilisait AppyCrypt pour échanger, donc pas que nous, entre médecins, mais c'est vrai qu'il faut qu'on passe à quelque chose d'autre. Que ce soit dans la responsabilité populationnelle, dans le cadre du diabète, mais aussi pour d'autres situations. Pour Saint-Par, on est en train d'expérimenter un agenda, mais qui convient pas. Il faut qu'on trouve quelque chose pour la microstructure. Donc il y a Parceo qu'on va expérimenter. S'il est fonctionnel, si l'entrée dans le système n'est pas rebutante, si ça peut fédérer suffisamment les professionnels de santé. Mais c'est notre problème. C'est mercredi que j'étais en visio avec Pulsi pour expérimenter ça. Et c'est hier qu'on a reçu une professeur Janus qui nous a interviewé avec une collègue Azalée sur la problématique. Ça, c'est une problématique alors hyper actuelle.
Moi, j'ai deux questions. La première sur les CPTS. Alors moi, je suis un peu rebelle et je pense qu'il y a des choses encore à faire. Sur les CPTS, dans l'exercice coordonné, alors c'est super, on donne des primes de 50 000 € aux jeunes qui s'installent, sous réserve qu'ils fassent de l'exercice coordonné. Pour ça, ils s'inscrivent dans une CPTS, ils cochent la case et puis c'est bon. Moi, je suis en MSP aussi. J'ai des heures de présence de 8h le matin jusqu'à 19h. Je travaille le samedi matin parce que j'ai un règlement. Et puis, ceux qui s'installent comme ça, ils ont juste donné 50 € notre cotisation. Alors, c'est bien, hein, mais je pense qu'il y a des chevals de bataille à mener, que ça s'en est un, parce qu'on doit faire des soins non programmés. On en fait dans nos MSP. Voilà, il faut ouais, c'est pas valorisant MSP, donc voilà, je pense que je suis au congrès, alors j'en profite pour faire remonter des informations plus haut. Donc ça c'est pour la CPTS, parce que je suis présidente de la CPTS Centre-Haute-Marne. Et puis sur le versant MSP, je pense qu'il faut être aussi facilitateur. Moi j'ai une secrétaire qui veut devenir assistante médicale. Et puis là, autre problème, parce qu'en fait il faut retrouver un temps de secrétariat pour combler son secrétariat qu'elle va passer en assistant médical. Et puis, on a encore quelques freins, parce que nous, dans nos campagnes, faire 15 heures de secrétariat, c'est une mission impossible. Donc voilà, je trouve que c'est vachement bien. Moi, je milite pour la coordination. J'adore ce que je fais. Mais il faut que derrière, il y ait des aides qui viennent. Voilà. Ce que tu dis là rebondit un petit peu sur le thème de la journée, c'est aider les MSP déjà ouvertes à faire face à leurs problématiques au fur et à mesure de la maturation du projet, au moment des départs de professionnels, de salariés, de changement de braquet. Il y a besoin aussi d'aider les structures. Et voilà, on peut avoir des distorsions par moment entre les différents types d'organisations, que ce soit en MSP, en CPTS, en ESP. Et ça peut créer des tensions. Et je pense que là, la FEMAGE, elle a un rôle pour aider un petit peu à soutenir sur le terrain, et que personne ne s'oppose, parce qu'au final, on a tous le même but, mais c'est pas toujours évident de comprendre que dans une structure, vous soyez bien soutenu pour faire du soin non programmé, et dans une autre, vous en faites déjà, c'est pas valorisé. Voilà. D'autres questions ? Écoutez, alors moi, franchement, merci pour ce témoignage qui sont vraiment tout à fait passionnants et intéressants. Enfin, on sent vraiment votre dynamique d'équipe, mais on sent bien qu'elle repose vraiment sur des actions concrètes. C'est ça que je retiens, moi, surtout. C'est que, bon, effectivement, il y a les techniques de système d'information, le management, la manière de piloter une équipe. Mais au-delà de ça, il y a vraiment des actions innovantes. Hein. Votre CPTS, finalement, c'est presque un laboratoire de ce qui pourrait se faire sur d'autres territoires. C'est ça qui est passionnant. Des infirmières en pratique avancée, des protocoles, si j'ai bien compris. Hein. Voilà, je crois que vous êtes d'ailleurs la seule CPTS sur le Grand Est qui a rebondi sur la mesure de la mission Braun qui prévoyait d'élargir les protocoles au CPTS. Et donc, ma question était, justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu, puisque j'ai beaucoup insisté dans l'introduction sur les protocoles, nous parler un peu de protocoles, ça m'intéresserait. C'est moi qui peux peut-être prendre la parole pour les protocoles. Oui. Pourquoi ces protocoles ? Moi, en tant que pharmacien, je vois ça comme une ouverture. En fait, c'est super intéressant. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une consultation. On va parler de retour d'expérience. C'est que voilà, j'ai une personne qui s'est présentée avec une cystite banale, donc qui rentrait complètement dans les critères des protocoles de coopération. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait une consultation. Je me suis rendu compte que finalement, ça prenait du temps. C'était pas si simple. Et finalement, j'ai trouvé que j'étais vraiment dans le cœur de mon métier. C'est-à-dire que j'étais pas non seulement donner le médicament, mais aussi j'étais capable aussi de gérer certaines choses de manière
Et comment on a mis en place? En fait, du coup, on a bien respecté le couple, on va dire, médecin-pharmacien en se mettant d'accord sur ce qu'on voulait faire ou pas faire. Et là où je pense que la chose qui était la plus importante, c'est le compte-rendu ApiCrypt. On s'est obligé à donner un compte-rendu ApiCrypt du travail qu'on a fait pour que le médecin en soit informé. Et ça, je pense que c'était la base la plus importante de ces protocoles. Alors, on a fait la même chose avec les kinés. Les kinés, ça fonctionne bien aussi. Et du coup, là, ce qui est super, c'est qu'on avait sur la CPTS une kiné qui était très dynamique, un peu comme... Mais maintenant, viennent d'autres et on va réussir, en fait, à travailler avec un peu plus de personnes maintenant. Mais oui, ça nous change en tout cas, pour moi, c'est un exercice qui est vraiment agréable, en fait. Et puis, utile aussi pour le patient. Parce qu'il n'y a pas de retard, en fait, dans la prise en charge, en fait. C'est surtout ça, en fait. Moi, je me permets une petite question pour compléter sur les protocoles, puisque pour y avoir réfléchi aussi, et voilà, en dehors de tout ce qu'on a dit, de bien coordonner avec le médecin, d'avoir le retour d'informations, pas de perte, etc., le problème du financement du protocole. Parce que nous, on a échoué là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a une somme pour la prise en charge de la personne. Et alors peut-être on a mal compris, vous allez me dire. Oui. Si le patient, vous voyez, vous passez du temps, vous faites votre questionnaire et que les croix ne sont pas toutes cochées, donc c'est retour chez le médecin traitant, il y a la prise en charge du professionnel, qu'il soit kiné, pharmacien, enfin celui qui est au début du protocole, plus la consultation patient, dans le même tarif. C'est-à-dire que le médecin, derrière, il ne refacture pas une consultation. Et donc, au tarif annoncé actuellement, personne ne s'y retrouvait. Ou alors, c'est le premier qui laisse sa marge, ou c'est le deuxième. Alors, comment vous avez réglé cette situation? Alors, alors nous, en fait, avec le docteur Mir et le docteur Parvent, on a décidé en fait, que les 25 € revenaient intégralement à celui qui faisait la consultation, le premier. Oui, et si le patient repasse par la case médecin, c'est gratuit. Alors après, s'il repasse par la case médecin, ça veut dire qu'il y a échec du traitement qui a été donné. Puisque de toute façon, par exemple, pour la prise en charge de la cystite, si on ne peut pas faire, moi je ne facture pas une consultation. Puisqu'on a des critères d'exclusion. Mais vous avez passé du temps pour définir que vous alliez exclure le patient. Mais on le fait au comptoir régulièrement. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait... C'est pas chronophage à ce moment-là? Non, parce que le questionnaire est simple et ça prend... De toute façon, il y a des critères d'exclusion. Donc, si vous avez un seul critère d'exclusion, on ne se pose même pas la question. Ce n'est pas de notre ressort. Donc, moi, je ne vais pas intervenir. Mais ça, de toute façon, on le fait déjà quand le patient rentre dans ma pharmacie. Quand il rentre dans ma pharmacie, qu'il me dit « j'ai une cystite », je lui dis, si je vois qu'il y a des critères de gravité... j'oriente en fait. Et je ne vends pas forcément un produit, je ne suis pas rémunérée. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça n'a pas été un souci dans l'équipe pour construire? Pas du tout. Très bien, merci. Au niveau des protocoles, quand on a eu la possibilité de rentrer, on a été bien sûr dans les protocoles rien que pour voir. On a commencé par des protocoles nationaux avec les 25 € pour etc. Bon, je pense qu'on est en train de migrer vers des protocoles locaux où c'est la CPTS qui finance. On en a les moyens. C'est beaucoup moins lourd, moins contraignant. Mais les protocoles, ils ont aussi un autre aspect. Ils ont un aspect attractif puisque depuis quand ça a été mis et quand ça a été partagé sur le groupe WhatsApp, on a récupéré des kinés qui étaient hors CPTS, qui se sont intéressés. On a une kiné qui, dans le même temps, s'est intéressée au dispositif Prescrit Move, qui est en place Donc, la CPTS va pouvoir les soutenir pour ces formations, des fibrillateurs et toutes ces choses-là. C'est un caractère attractif. Vous, Delphine, vous avez, dans votre pharmacie, réussi à faire venir un jeune pharmacien. Dans les éléments incitatifs, attractifs, il y a cet aspect de travail organisé, en collaboration sur le territoire. Donc ça coûte un petit peu, mais c'est attractif. Et donc nous, on est largement gagnants au niveau CPTS. Merci en tout cas pour tous vos témoignages. On va être obligé de s'arrêter là pour les questions.
Bonne vie à votre MSP et CPTS. Alors, avant d'enchaîner sur le premier atelier de la matinée, on va procéder à une signature d'une convention entre la FEMAGE et l'ANM. L'ANM, c'est l'Association nationale des médiateurs. On a évoqué, en tout cas au cours de cette table ronde, que on est dans des organisations qui sont humaines. On a à un moment parlé de mariage. Quand on rentre vraiment, en tout cas dans la symbolique. Mais des fois, dans le mariage, il y a des fois des problèmes entre les individus. Et nous, en tout cas, au niveau de la FEMAGE, on était très sensibles à les remontées de terrain. Et pour éviter justement le divorce entre professionnels, on s'est dit qu'il était peut-être intéressant de pouvoir proposer aux équipes un accompagnement sous le versant de la médiation. Et donc, le hasard a bien fait les choses. On a la chance dans le Grand Est d'avoir la présidente de l'ANM. Et du coup, nous avons travaillé sur une convention et ça va être justement un service qu'on va pouvoir proposer aux équipes de pouvoir être accompagnées à la fois sur la médiation, mais aussi de pouvoir proposer de la formation. Parce que des fois, on peut être aussi en capacité à gérer soi-même les situations conflictuelles qu'on peut rencontrer dans nos organisations. Donc, j'ai demandé à Dominique Weber, présidente de l'ANM, de nous rejoindre. Marie-France. Dominique, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'ANM ? Merci Nicolas. Tout d'abord, merci de m'avoir invité, Madame la Présidente. Merci d'être là. Mais je suis impressionnée, moi, par tout ce que je viens d'entendre. Je ne suis pas professionnelle de santé, vous l'aurez sans doute compris. Je suis professionnelle de la relation, du lien. Voilà, l'ANM, c'est ça. Et je suis très impressionnée par tout ce que j'ai entendu parce que j'ai noté des mots, en fait, j'aurais pu le dire, hein, la co-construction, vivre ensemble, évoluer ensemble, accompagner, structure d'exercice coordonné, favoriser le travail en équipe. Diantre, mais on est en plein dans les sujets qui m'intéressent, moi. La prévention, un axe majeur. Alors, je crois que c'est vous, monsieur, qui le disiez. Alors, effectivement, la prévention de la relation, c'était aussi un axe majeur. Hein. Je crois que Nicolas le disait, on se marie. Malheureusement, les contrats de mariage, ça ne suffit pas, ça ne règle pas tout, hein, quand on voit le nombre de divorces. Et donc, l'idée quand nous nous sommes rencontrés, c'était effectivement de vous proposer d'être à votre service pour vous accompagner dans les difficultés que vous pouvez rencontrer, mais aussi en prévention, afin d'éviter de se heurter à des difficultés majeures. Vous êtes soumis à des stress énormes, hein, je crois, vous les avez évoqués, même si c'était avec beaucoup de bienveillance et de manière extrêmement constructive, mais on sait combien les stress sont importants dans les maisons de santé. Et vous êtes soumis à des changements permanents, ce qui génère obligatoirement des peurs et des frustrations. C'est juste humain. Donc à partir de là, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à des médiateurs. Donc l'Association nationale des médiateurs, je vais enfin répondre à la question de Nicolas, l'Association nationale des médiateurs est la plus ancienne association de médiateurs généralistes et indépendants de France. C'est-à-dire qu'on va fêter nos 30 ans l'année prochaine. Donc j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour souffler les bougies. Nous allons fêter les 30 ans l'année prochaine. C'est une association nationale qui compte environ 800-850 médiateurs capables d'intervenir dans toutes vos régions. J'ai rencontré certaines personnes ce matin et je disais, chez vous, justement, je pense à vous à Mulhouse, par exemple, chez vous, il y a un médiateur qui est absolument génial. Voilà. J'ai rencontré une dame, mais je crois qu'il est partie d'ici. Et je dis, ici, il y a des médiateurs qui sont juste fantastiques. Voilà. Donc n'hésitez pas, partout là où vous vous trouvez, même dans un monde extrêmement rural. Moi, je viens de Cunsisch, en Moselle, d'accord. Donc, c'est vraiment juste, en parlant de ruralité, j'y suis. Et puis, pourtant, je suis présidente à Paris, ça ne change rien, ça n'empêche pas. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire appel à la médiation, tant pour des formations, pour pouvoir accueillir vous êtes les premiers à accueillir la détresse, à accueillir parfois la colère aussi. Enfin, vous parliez des centres de vaccination où tout le monde voulait être vacciné en même temps. Enfin, moi, j'ai assisté à des moments assez épiques dans les centres de vaccination, parfois où on nous a demandé d'intervenir simplement pour écouter le besoin des personnes, ce que vous n'aviez pas le temps de faire. Donc nous, on les écoutait, et puis ça y est, ça les calmait déjà, et puis ils attendaient. Voilà. Donc je crois là encore qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble. Madame la Présidente. Oh non, je vous remercie beaucoup. Alors, on voulait vraiment vous remercier de venir signer cette convention pour la FEMAGE. Pour nous, ça nous semblait important parce qu'on pensait bien qu'il y avait un vrai besoin et qu'on n'y répondait pas peut-être suffisamment. Et grâce à vous et grâce à votre association, maintenant, on va avoir, et grâce à la signature de ce contrat, on va avoir le moyen de répondre. Alors,
aussi bien en interne au niveau de la fédération, parce que ça peut être un besoin de formation des différents acteurs de la fédération, et puis bien sûr, chacun dans vos MSP, dans vos CPTS, dans vos structures, vous pouvez avoir besoin, et donc vous nous contactez, et puis on mettra en lien avec les médiateurs sur le terrain, puisqu'apparemment vous êtes maintenant vous êtes répartis sur l'ensemble du territoire. Et ça correspond vraiment à... Alors on espère pas trop, parce que s'il y a trop besoin de médiation, ça voudrait dire qu'on n'est pas dans l'équipe idéale de Jean-Paul, où vraiment, c'est formidable. Mais quand même, on ne sait jamais, ça peut arriver. Puis quelquefois, ce n'est pas forcément très grave. On peut désamorcer, comme vous dites, un conflit, ou même pas un conflit, mais une problématique très rapidement, et ça permet tout de suite de repartir sur des bonnes bases. Donc on vous remercie beaucoup. Dernière petite info, alors je vais donner la parole à Hugo Tifou, puisqu'aujourd'hui on a la chance d'avoir notre représentant d'Avec Santé et qui va vous parler rapidement des journées de Saint-Malo. Je suis petit par rapport à Nicolas. Va-t'en vite qu'on ne voit pas nos tailles respectives. Donc Hugo Tifou, le délégué national de Avec Santé, merci de nous accueillir. Je suis venu avec Leïla Safré, notre nouvelle chargée de communication, qui est derrière. Je vous fais une petite page de pub pour les rencontres nationales de Saint-Malo qui auront lieu le 17 et 18 mars, comme chaque année, dans un lieu différent, dans une fédération qui nous accueille. Alors, vous dire que le thème, c'est l'aller vers. Donc, j'ai entendu notamment Madame Bach tout à l'heure en parler. Aller vers les patients les plus isolés, aller vers les patients chroniques pendant la période Covid où ils ne savaient pas s'ils avaient le droit de sortir de chez eux, aller à la maison de santé. Donc, on va beaucoup en parler. Ce sera le thème principal de ces rencontres. On aura des ateliers assez classiques, des ateliers plus nouveaux. Alors, je vais vous citer les 2-3 thèmes nouveaux. La place du psychologue dans l'équipe maison de santé ou équipe de soins primaires, les compétences psychosociales chez le patient, mais aussi dans l'équipe, chez les professionnels de santé. Dans les autres thèmes qui me viennent et qui sont nouveaux, alors il y a l'aller vers VERT, c'est-à-dire finalement l'éco-responsabilité d'une maison de santé comme productrice de soins, mais aussi de déchets et d'énergie, consommatrice d'énergie au sens propre. On va avoir d'autres ateliers sur le patient partenaire, un grand thème à la mode. Il y a eu un grand colloque justement à Rennes la semaine dernière sur le sujet, sur le système d'info dont le docteur Mir parlait beaucoup, mais du point de vue des paramédicaux. Parce que souvent on dit, bon, finalement, ce système d'info, il a été beaucoup pensé pour les médecins. Là, on va laisser la place uniquement et volontairement aux paramédicaux pour qu'ils nous disent quel sens ils veulent lui donner. Et enfin, peut-être un atelier qui, en gros, s'appellera « Ne confondons pas tout » pour essayer de se retrouver entre protocoles locaux et nationaux, Monsieur Strauss, CPTS, exercices coordonnés, maison de santé, équipe coordonnée. Voilà, donc toutes ces conférences. Il y aura une plénière sur la fonction de coordination. Et puis, le scoop, entre guillemets, c'est que Monsieur Braun, le ministre, a visité déjà 4 maisons de santé. Il a commencé par la vôtre à Bar-sur-Seine. Depuis, il est allé en Côte d'Or. Il est allé cette semaine à Cran, chez notre président national, Pascal Gendry. Et il lui a dit qu'il venait à Saint-Malo. Donc, on aura une plénière certainement avec le ministre lui-même qui sera là le 17 mars. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour vous appâter? Que si on s'inscrit maintenant, c'est moins cher. Que si on s'inscrit en équipe, c'est encore moins cher, en équipe pluripro. Et que la veille, pour tous ceux qui sont adhérents de la Fédé, il y a aussi un travail de réflexion le jeudi, où on parlera certainement d'ailleurs de médiation au sens de l'ANM, c'est-à-dire gestion des conflits, prévention des conflits. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de venir. Et les inscriptions sont ouvertes. On va observer une pause d'une demi-heure. Juste d'un point de vue technique, la salle donc, où on fait la panière aujourd'hui va se diviser en deux. C'est bien que vous aurez 2 espaces pour un atelier chacun. Et il y aura un 3e atelier qui aura lieu dans la salle où on fait le cocktail. Voilà, donc on reprend à 11h30 pour les ateliers, avec cette fois 3 ateliers. Donc comment construire et fédérer son équipe, faire vivre la dynamique collaborative dans une équipe pluripro, et puis quelle place pour les usagers en équipe coordonnée.